Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver à la présentation de cette nouvelle édition sur ESAE Télévision. Tout de suite, le sommaire. Vous suivez dans cette édition quelques citoyens de la ville de Cotonou qui livrent leurs impressions sur la décision du ministre de l'enseignement primaire et maternel qui interdit les travaux dirigés payants dans les classes du primaire et les sections de la maternelle. Audrey Dagba a pris les rênes du comité directeur local de la Jeune Chambre internationale Abomey-Calavi Emeraude. La cérémonie de prise de commandement officielle de la présidente 2022 s'est déroulée devant les passes-présidents des sénateurs, à suivre dans ce journal. Pour le compte de la 8e journée de la Ligue Pro dans la zone C, l'AS Police a reçu Sitatunga au stade René Pleven de Cotonou. Le match entre les nouveaux promus et les policiers s'est soldé sur un score nul de 1 but partout. Je m'appelle Kofi, j'ai 10 ans. Mes parents et moi vivions une vie de bonheur parfait jusqu'au jour où ce bonheur fut stoppé par un accident de circulation. La mort emporta ma tendre et aimable mère. Mon destin changea. Aujourd'hui, mon père qui était pour moi une source de bonheur m'est devenu un fardeau lourd à porter. Chaque regard qu'il pose sur moi me fait pleurer intérieurement. Chers parents, par amour pour vos enfants, préservez notre avenir en évitant l'excès de vitesse. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de handicap international humanité et inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement. À nouveau, bonsoir. À travers une note de service en date du 8 décembre 2021, le ministre de l'enseignement primaire et maternel, Salimane Karimo, interdit les travaux dirigés TD payants dans les classes du primaire et les sections de la maternelle. Pour lui, cette pratique est l'expression d'une marchandisation de l'éducation. L'autorité décide donc d'interdire ces TD prétendument organisés en vue de la remise à niveau des apprenants. À cet effet, quelques citoyens de la ville de Cotonou livrent leurs impressions sur la décision du ministre. Ils sont au micro de Nassirine Fatoumbi, Atifa Olafa et de Chefté Hungé. Vraiment, c'est un regard bienveillant, c'est un regard heureux, un regard très content parce que je sens en moi que dans mon pays, il y a quelque chose qui change déjà dans mon pays. C'est que vous avez déjà payé une scolarité, une contribution qui ne dit pas son nom. Ce n'est pas au même taux dans toutes les écoles. C'est chaque établissement qui fixe son taux.
Et on a déjà fait un effort pour payer ça. Et puis on dit TD qu'on va organiser payant. Et que cette décision qui est sortie par le ministère, je dis, cela soulage beaucoup les parents. Ça soulage vraiment beaucoup les peines des parents d'élèves que nous sommes. Vraiment, si eux-mêmes, ils peuvent revoir leur copie, ce serait bon. Parce que c'est des gens qui nous rendent service aussi. Il faut dire que c'est parce que ça n'allait pas aussi quelque part qu'on a dû créer des écoles privées, ainsi de suite. Donc, il faut dire que c'est une bonne décision. Si tout le monde pouvait respecter ça et que les écoles privées peuvent faire avec, ce serait bon. Par rapport à cette décision, c'est une décision qui a été déjà prise aussi au niveau du secondaire. Et les raisons qui ont motivé la décision, c'est que les enseignants refusent de s'adonner comme il se doit dans les salles de classe pour finalement donner aux enfants ce qu'il faut au TD, moyennant de l'argent. Les décisions, quand on les prend, ça a toujours de bons côtés et de mauvais côtés. Et si déjà le bon côté dépasse largement le mauvais, c'est déjà bon. C'est une décision salutaire de la part du gouvernement parce que depuis des années, ces promoteurs de différentes écoles ne font que escroquer nos parents, nos frères, nos sœurs. Et c'était de la merde. On ne savait à qui il faut se plaindre, là où il faut se plaindre pour pouvoir trouver satisfaction. On tasse les parents sous prétexte qu'en cherchant à les aider, c'est-à-dire une aide qui n'aide pas à aider n'est plus une aide. Oui, ils sont en train de gruger illégalement nos parents. Je pense qu'ils ont certainement bien réfléchi et voient tous les contours de ce problème avant de refuser. J'aurais souhaité qu'ils disent que les T2 ne doivent pas être obligatoires. Même s'ils disent ça, l'école fera la politique pour obliger certainement les enfants à venir. En réalité, c'est pour peut-être aider les parents qui ne peuvent pas prendre les répétiteurs à la maison, qu'ils préfèrent souscrire au TD. Maintenant, quand ils vont refuser ça, le parent qui n'a pas peut-être 15 000 ou 20 000 pour prendre un répétiteur à la maison, son enfant aura certainement assez de problèmes. S'il décide comme ça, je ne sais pas si jusqu'aujourd'hui le gouvernement même subventionne les écoles privées qui font beaucoup pour l'État. Ce que les écoles privées font, d'abord pour l'État, c'est beaucoup. Parce que si les écoles privées font ça, c'est parce que les enseignants, d'abord, sont mal payés et ils ont besoin d'arrondir leur salaire. Là où on paie 35 000, 40 000 ou 50 000 à un enseignant, il fait les TD 200 par élève. Si c'est 30 élèves, vous voyez déjà, ça fait 6 000. 6 000 un samedi, 2 samedis, 4 samedis, ça fait 24 000. Plus les 50 000, ça va déjà 74 000. Ça pourra quand même arrondir un peu le salaire de l'enseignant. Ils n'ont qu'à aller voir combien les promoteurs d'école paient aux enseignants. Et là, ils peuvent refuser. En tant que citoyen, je remercie vraiment le gouvernement. Cette décision est salutaire. Avec cette décision, ça va nous aider. D'un côté. Maintenant, de l'autre côté, est-ce que vraiment le gouvernement a pensé à tout ce qui se passe dans les écoles? On sait que le gouvernement accompagne les écoles publiques. Mais il va falloir que l'État pense aussi à voir comment accompagner les écoles privées aussi pour que ça marche dans ce sens. Je le remercie pour avoir pris, le ministre, une telle décision. Mais il sera beaucoup plus remercié s'il prend l'acte de payer ces professeurs-là, de les encourager à faire le TD et bénévole. C'est une bonne décision, hein? Mais l'applicabilité et l'effectivité sur le terrain. Point d'interrogation.
Le secrétaire exécutif national du parti Foscori pour un Bénin émergent, FCBE, et chef de file de l'opposition, Paul Hunkwe, a donné ses appréciations sur la gouvernance du président Patrice Talon. C'est dans un message lu au congrès extraordinaire du parti FCBE à Dassa-Zoumé ce samedi 11 décembre 2022. Nous pouvons noter que depuis l'avènement de la rupture, des efforts d'équipement, de digitalisation des services de la lutte contre la corruption et de réalisation d'infrastructures se font, a indiqué le parti d'opposition Foscori pour un Bénin émergent FCBE dans un message rendu public à son congrès extraordinaire à Dassa-Zoumé. Selon Paul Hunkwe, secrétaire exécutif national de FCBE, le gouvernement du président Patrice Talon peut mieux faire au plan de l'assainissement de la vie économique et sociale, au plan de la redistribution équitable des dividendes de l'effort des travailleurs, au point d'impacter sensiblement le panier de la ménagère pour le grand bonheur du peuple béninois. Audrey Dagba a pris samedi dernier les rênes du comité directeur local de la Jeune Chambre internationale Abomey-Calavi Emeraude. La cérémonie de prise de commandement officiel de la présidente 2022 s'est déroulée devant les passes-présidents, les sénateurs, les membres, amis et parents lors d'une soirée gala dans un espace privé à Cotonou. Reportage, c'est Ondelarios Adjabenu. Par cette solennité, Audrey Dagba reçoit les attributs de présidente 2022 de la Jeune Chambre internationale Abomey-Calavi Emeraude. Elle succède à Antoine Leledji qui a, au cours de son mandat, insufflé une dynamique à l'organisation grâce à une synergie d'action avec son comité directeur local. Le sentiment qui m'anime aujourd'hui, c'est un sentiment de fierté. Fierté de ce que nous avons accompli en peu de temps. Sur tant de chantiers décisifs pour l'avenir de notre belle organisation. J'ai fait mon maximum pour valoriser et mettre en lumière notre effort commun, car c'est ainsi que l'on prépare l'avenir. C'est ainsi que l'on retrouve ces valeurs. Cela nous a valu, pour la première fois en quasiment 10 ans d'existence, des récompenses à la nationale. L'organisation l'a pu recommencer à la nationale. Je vous prie d'applaudir, s'il vous plaît. Vice-présidente exécutive du comité sortant, la présidente Dagba a gravi les échelons depuis son adhésion à la JCI Abomey-Calavi Emeraude en 2014. Elle ambitionne consolider l'unité entre les membres et marquer d'une empreinte la célébration des 10 ans de l'association. Les élections qui m'ont porté au pinacle de notre commune pierre précieuse n'ont pas vu la victoire d'une émeraude contre une autre, d'une génération contre une autre, encore moins d'une promotion au détriment de l'autre. Elles ont vu la victoire d'une émeraude qui veut se donner les moyens d'entrer forte et unie dans la nouvelle décennie. C'est dû à cette expérience que je me sens dépositaire. La présidente que je suis abritera, fixera les grandes orientations, assurera l'unité des membres, préservera les intérêts de l'organisation que je représenterai avec fierté, dignité, loyauté et élégance. Créée en 2012, la JCI Abomey-Calavi Emeraude reçoit les félicitations du Bureau national pour sa contribution à la concrétisation de la vision de l'organisation citoyenne. La présidente Dagba est invitée à maintenir le cap en vue de la réussite de son mandat. Le président national m'envoie toujours dire aux membres de la Jeune Chambre internationale Abomey-Calavi Emeraude que vous avez su toucher son amour propre par votre travail. À la présidente Audrey, nous aimerions lui laisser ceci. Une équipe n'est pas un groupe de personnes qui travaillent ensemble. Une équipe est un groupe de personnes qui se font confiance.
Dicite Simon Sinek. Ceci dit, tu auras l'insigne honneur de diriger des personnes. De par ton écoute, ton humilité, tu auras atteint des objectifs et la mission et la vision que tu te serais tracée. Promotion au rang d'ambassadeur et remise de distinction aux artisans du succès du mandat du président 2021. La cérémonie de passation de charge s'est déroulée autour d'une agape festive ponctuée de prestations artistiques. Le parti Les Démocrates LD a tenu ce samedi 11 décembre 2021 un conseil national extraordinaire. Au cours de cette rencontre, la formation politique de l'opposition a exprimé son indignation suite à la condamnation de deux de ses militants par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. Joël Aïvo et Rekiat Madougou ont été condamnés par la CRIET. Le premier a écopé d'une peine de 10 ans de réclusion criminelle et 45 millions d'amende et la seconde à 20 ans de prison et une amende de 50 millions de francs CFA. Le parti Les Démocrates auquel appartiennent ces deux acteurs politiques trouve en ces condamnations une instrumentalisation de la justice par le pouvoir pour réprimer et éliminer les adversaires politiques des consultations électorales. À travers le communiqué final signé du président Éric Houndété, les démocrates ont exprimé leur soutien et leur solidarité à leurs camarades Rekiat Madougou et Joël Aïvo. La 3e édition du Salon international du vin a pris fin dimanche 12 décembre 2021 à la cave Le Vainqueur. Au menu de cette cérémonie, dégustation, remise de prix et bien d'autres. Suivez plutôt. C'est un grand bonheur pour moi de vous souhaiter la bienvenue. Clap de fin sur la 3e édition du Salon international du vin dimanche 12 décembre. Pour cette cérémonie de clôture, c'est la cave Le Vainqueur qui a accueilli l'événement. C'est un réel plaisir pour moi de réunir autant de monde et autant de belles dames qui dirigent des caves. Il faut le faire. J'en suis très très fière de voir ma grande sœur Francine et toutes les autres venir chez moi, comme on le dit. Mikuabo. Je ne peux pas vous dire quel plaisir m'anime de vous recevoir tous, sans exception. Des remises de certificats et de trophées ont meublé la clôture de cette 3e édition. Cave innovante, dynamique et entreprenante. Est-ce qu'on peut applaudir? On applaudit. Cave prestigieuse et innovante. C'est l'une des caves à vin qui a un bar à vin, un maquis et un restaurant. Vous pouvez aller faire la fête là-bas. Et donc cette fois, j'ai décidé de faire fort. Et c'est pour ça, cette année, j'ai donné des distinctions en format A3 pour montrer qu'on est en train d'évoluer. Et on s'impose. Madame Francine Didjoro, merci infiniment. Et je vous offre un certificat de reconnaissance et de gratitude pour vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour Lumière Communication sur cet événement. Les hommes qui sont sur leur camp sont des hommes intelligents. Parce que quand la femme travaille, vous êtes en paix. Merci beaucoup, Ziki Tadji. Merci. Et je remercie toutes les personnes qui sont là aujourd'hui, qui ont apporté un plus. Je vous dis infiniment merci. Plusieurs innovations ont meublé l'édition 2021 du Salon international du vin. À chaque émission, il y a toujours quelque chose qui marque. Mais moi particulièrement, s'il faut parler de quelque chose qui m'a marqué pendant cette édition, c'est l'évolution tout simplement, puisque ça évolue. Et je crois qu'à cette allure, l'objectif sera atteint. Il faut dire que c'est comme un enfant qui naît, qui apprend à marcher en grandissant, acquiert d'autres réflexes. Je remarque que la 3e édition a été beaucoup plus fournie, bien réfléchie, ce qui nous a permis, nous-mêmes les cavistes, d'en apprendre beaucoup. On a eu pas mal de formations
Ce qui aujourd'hui nous permet, nous aussi, de mieux conseiller nos clients, de leur expliquer l'opportunité de déguster du vin et de savoir que le vin a un prix. C'est une séance de dégustation qui a mis un terme à cette cérémonie de clôture. Le prénom donné à un enfant agit sur lui selon le spiritualiste Hegel Hezel. Pour lui, il faut que l'initiale du prénom soit le même que l'initiale du nom de famille. Suivons-le au micro de Jacques Marion d'Almeida pour en savoir davantage. En réalité, lorsque vous voulez donner un nom à votre enfant, il faut faire en sorte que le prénom que vous voulez donner soit en harmonie avec le nom de famille. Ce n'est pas un hasard qui fait qu'un enfant naisse dans un pays, mais on peut aller plus loin, dans une famille donnée. Non. Le hasard n'existe pas en réalité. Vous comprenez bien. Lorsque déjà l'initiale du prénom va en harmonie avec l'initiale du nom de famille, naturellement votre enfant est protégé. C'est alors que vous allez entendre, je ne sais pas si vous comprenez le fond, ah mais alors c'est ton sien. Vous comprenez? Déjà que le prénom déjà, ok, commence par une lettre ou bien par syllabe qui porte une énergie. Je parle d'énergie. Une énergie en harmonie avec l'initiale. L'énergie que dégage l'initiale du nom de famille, l'enfant est naturellement protégé. C'est-à-dire que l'enfant vit en harmonie avec l'égrégore de cette famille-là. Ça veut dire que avant d'atteindre l'enfant-là, il faut pouvoir atteindre toute la famille, tout le monde de la famille, ce qui est impossible. Vous voyez, lorsque vous comprenez ce secret-là, vous savez que pour donner des prénoms à l'enfant, il faut respecter ça. Lorsque le nom que vous voulez attribuer à votre enfant porte une énergie en harmonie avec la date de naissance, naturellement, l'enfant va connaître le bonheur dans sa vie. Vous voyez, je me dis que, donc, il y a beaucoup de critères qu'il faut suivre. Et lorsque vous connaissez ce secret, je vous assure, votre enfant va connaître déjà, dès sa naissance, d'accord, aura déjà une influence positive qui va donc le cadrer, voilà, ok, pour le mettre hors d'état de nuire, pour l'aider à évoluer. Il y a cette histoire où lorsque l'enfant naît, c'est une tante qui donne le nom qu'elle veut. Ou bien c'est un grand-papa qui attribue un nom à l'enfant. Ce n'est pas du tout bon. Les prénoms attribués à l'enfant devraient provenir des vrais géniteurs, du vrai papa géniteur et de la vraie maman. Et ces noms doivent plaire au fait à ces géniteurs-là. Sinon c'est foutu. Puisque en réalité, vous savez, la parole a une puissance. Au commencement était la parole. La parole a une puissance. Et l'homme d'ailleurs a 3 moyens d'expression dans la vie. Penser, qui est une grande puissance. Parole, qui en est une autre. Et d'ailleurs, la pensée est plus puissante que la parole. Après la parole, nous avons l'action. Et la parole est plus puissante que l'action. Alors, lorsque vous prononcez un nom, c'est comme si vous envoyez des énergies par incantation. Vous voyez? Alors, votre émotion qui accompagne l'appellation, mais l'invocation ou l'évocation d'un prénom, ok, agit sur l'enfant, sur la personne que vous appelez. Vous voyez, je me dis que, donc, c'est totalement, il est très important que les géniteurs choisissent les noms qui leur plaisent à leur progéniture. Pour Hezel, il n'y a pas de mauvais ni de bon jour. Le bon Dieu qui a créé son monde ne peut pas dire qu'il y a de mauvais. Pour plus d'explications, suivons-le au micro de Jacques Marion d'Almeida. Nos aïeux, nos grands-papas ont eu à subir, à affronter la nature, à vivre des événements
heureux comme malheureux. Et de par leurs expériences d'entre-temps, ils ont eu donc à déterminer certains jours. Vous voyez bien, on parlera par exemple des 9 jours de faisan, parce qu'ils ont eu à créer 9 jours. Puisqu'ils ont vu qu'à un moment donné, ils étaient confrontés au problème de maladie. Vous voyez, et là, ils ont peut-être eu recours à un vaudou pour avoir la guérison. Vous voyez, ainsi de suite. C'est là que vous allez, ou bien ils ont eu recours peut-être au Fa pour comprendre certaines réalités. C'est alors qu'ils vont définir donc certains moments qu'ils vont appeler jour. Fa, Azon, Rien, Ya, vous voyez, Faux. Bon, voilà à peu près bien. Vous savez, entre-temps, la conscience humaine n'était pas encore très évoluée. Aujourd'hui, je pense que nous sommes à l'ère du Verseau. La conscience a beaucoup évolué et la vérité qui était cachée donc, commence par se faire prévaloir. Donc, et quand vous prenez par exemple ceux qui parlent des 45 mauvais jours de l'année, par exemple, ben, demandez-leur d'où est-ce que ça vient. On dira peut-être que Dieu s'est fâché à un moment donné pour punir toute une région, fait périr la région peut-être avec de l'eau ou bien avec du feu. Vous voyez, la question qu'on peut encore se poser est que est-ce que Dieu se fâche? Mais pourquoi se fâcherait-il? Bon, en réalité, Dieu ne se fâche pas. Ça, c'est encore notre débat. Vous voyez, et il vient des moments où un jour qui est Fa, donc supposé bonjour, dans les 45 mauvais jours de l'année, ce jour va se révéler mauvais. Maintenant, on va rester de quel côté? C'est-à-dire le même jour est révélé par le Fa, bon, et le même jour est révélé par la Bible, mauvais. Alors que c'est le même jour, en réalité, je vous le répète, aucun jour n'est bon, aucun jour n'est mauvais. Mais l'homme que nous sommes, créés à l'image de Dieu, nous avons la possibilité de faire de notre journée une bonne journée ou d'en faire une mauvaise journée. Parce que quand on prend cet aspect, il y a beaucoup à dire, beaucoup de choses à dire. Vous comprenez? Alors, nous devons donc prendre conscience de qui nous sommes réellement, spirituellement, ok? Prendre notre destinée en main, savoir que nous sommes capables en réalité de faire de notre vie ce que nous voulons. En réalité, nous sommes le seul maître, le seul artisan de notre destin. Le destin n'est pas écrit au préalable, mais non. En tout cas, il y a beaucoup à dire par rapport aussi à ce terme de destin. Donc, retenons tout simplement qu'en matière de bon jour, mauvais jour, aucun jour n'est bon, aucun n'est mauvais. Mais nous pouvons faire de notre journée une bonne journée quand nous pouvons en faire une bonne journée. D'ailleurs, pour penser que les jours supposés, bon, tout le monde vit le bonheur, c'est pas vrai. Là où certains rient, sont en joie, mais d'autres vivent le malheur. C'est la vie qui est ainsi faite. Ok? Et là, cela respecte la loi de la dualité. Sans ça, la vie n'aura pas de sens. Sans ça, il n'y aura pas d'équilibre. Sport dans cette édition. Les Jeux Intercampus 2021 ont démarré ce lundi à l'université d'Abomey-Calavi. Organisée par le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, la compétition regroupe les équipes championnes de football et basketball des 13 sites de ressort UAC, les centres universitaires de Cotonou, de Dogbo, d'Adjara, de Sakété, d'Abomey, de Lokossa, de Dassa, l'INGEPS et l'école normale supérieure de Porto Novo. Léopold Gaomede, le président des Jeux, lève un coin de voile sur la compétition. Les Jeux intercampus sont le prolongement du championnat pluridisciplinaire qu'on a organisé il y a à peine 2 semaines sur tous les centres universitaires. Et au terme de ces Jeux, nous avons les équipes championnes de chaque centre universitaire. Et ce sont ces équipes championnes qui sont venues maintenant pour les Jeux intercampus. Et au terme des Jeux intercampus, on aura l'équipe championne des universités sous la tutelle du COUSAFI. Nous avons 13 centres universitaires. Donc c'est les équipes championnes des 13 centres universitaires qui sont ici actuellement. Au niveau du football et au niveau du basketball, nous avons 9 parce qu'il n'y a pas de basketball
au niveau de tous les centres universitaires. Ici, il est vrai que nous ne sommes pas misogynes, mais cette année, c'est uniquement les équipes masculines. Mais à partir de l'année prochaine, nous allons commencer par intégrer la dimension genre pour que la gente féminine puisse participer à nos championnats. Parce que en dehors, au-delà des hommes, il y a également les femmes. Donc l'année prochaine, je pense que les femmes seront prises en compte. Nous allons finir les Jeux intercampus le samedi. La finale va se jouer le samedi. Mais avant ça, comme à côté du sport, il y a toujours l'art et la culture. C'est des entités inséparables. C'est pourquoi nous voulons organiser également un festival universitaire, artistique universitaire, qui va réunir tous les centres universitaires le vendredi prochain. Donc je peux dire que la cerise sur le gâteau avant la finale, c'est le festival artistique. Et au cours de ce festival, on va primer les meilleurs, les 3 meilleurs, ainsi que les autres qui auraient participé à cette compétition. Je remercie les autorités au plus haut niveau, c'est-à-dire le chef de l'État et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Madame Yaïla Dekan, Éléonore Yaïla Dekan. Vous savez que c'est les autorités qui ont permis que ces Jeux-là aient lieu. C'est notre ministre de tutelle qui a validé notre PTA et nous a dit maintenant, vous pouvez aller animer les campus parce que le cours, à côté de l'académique, le social doit accompagner l'académique pour de bons résultats, pour de bons rendements au plan académique. Donc le cours est dans son rôle. Nous sommes là pour accompagner l'académique et l'appel que je voudrais lancer aux étudiants, c'est surtout le fair play. Parce qu'au-delà de l'enjeu, c'est le jeu. Ce que nous priorisons surtout, c'est le brassage entre les étudiants. L'étudiant de Dassa doit pouvoir connaître, entretenir des relations avec celui qui est à Lokossa, à Calavi, ainsi de suite. Parce que ces relations peuvent donner demain, nous ne le savons pas. Donc d'abord, au-delà de l'enjeu, c'est d'abord le jeu. Pour le compte de la 8e journée de la Ligue Pro, dans la zone C, l'AS Police a reçu Sitatunga au stade René Pleven de Cotonou. Le match entre les nouveaux promus et les policiers s'est soldé sur un score nul de 1 but partout. Suivez le compte rendu de la partie avec Anaël Dou. Pas de vainqueur dans le duel des mal classés entre l'AS Police et Sitatunga pour le compte de la 8e journée de la Ligue Pro. Au terme d'un match à couteau, les deux équipes se sont séparées sur le score de 1 but partout. Le premier but de la partie est venu des policiers à la 40e minute. De retour des vestiaires, les visiteurs font le pressing et finissent par égaliser à la 81e minute par l'entremise de Jonas Tossou. À 1 but partout, l'AS Police a voulu reprendre les rênes du match. Effort de trop, Ghislain Dihoquin va écoper du carton rouge à la 85e minute après 2 avertissements. Cette situation ne va rien changer au match qui va s'achever quelques minutes plus tard sur le score de 1 but partout. À la fin de la rencontre entre l'AS Police et Sitatunga, les deux entraîneurs ont livré leurs impressions au micro de Anaël Dou. Je ne suis pas déçu parce que la décision est déjà passée. Je pense que nous sommes dans une zone où il faut retravailler les enfants psychologiquement parce que dans le souci de gagner toujours un match, fait que souvent dans la précipitation, les enfants la passent souvent à côté des matchs. Tous les matchs qu'on joue, ce n'est pas que l'adversaire joue mieux que nous, mais il y a un petit quelque chose, comme je l'ai dit toujours, qui manque à ces enfants. Je pense que ce n'est plus sur le plan de tactique ou bien technique. Je pense qu'il faut les travailler encore psychologiquement pour qu'ils aient la tête sur les épaules pendant 90 minutes.
Donc je pense que c'est ça qui nous manque. Dans la précipitation, souvent, qui fait que parfois on termine le match et nous-mêmes nous donnons les buts à l'adversaire. Comme encore ce soir, on a donné encore un but à l'adversaire. Un match qu'on aurait dû déjà gagner depuis la première partie, mais malheureusement, c'est nous qui avons encaissé la première partie et on a passé tout notre temps à courir derrière l'égalisation. Heureusement que c'est arrivé, mais on n'a pas pu aggraver le score. Donc ce qui fait qu'on a encore fait un nul ce soir, comme d'habitude. Donc c'est une déception toujours, mais je pense que c'est des jeunes. On va continuer toujours à travailler. Mais ce qui est grave est que l'apprentissage prend beaucoup de temps. Déjà en 2-3 matchs, je pense que l'apprentissage doit s'arrêter à ce niveau. Mais pourquoi au niveau de certains joueurs, on dirait qu'ils sont toujours en apprentissage? Je ne comprends pas. Je sais que, en tout cas, tout ce qui se passe, moi j'ai de la responsabilité. Je suis l'entraîneur. Je pense que je vais revoir encore ce qui ne va pas sur le plan surtout psychologique pour qu'on puisse aller chercher les victoires. Parce que ce n'est pas techniquement mais tactiquement qui nous manque. Ce problème d'attaquant-là existe dans beaucoup d'équipes. On a couru. C'est pas qu'on n'a pas les attaquants. Toute la semaine, on a passé notre temps à travailler devant les buts, presque toute la semaine. Malheureusement que c'est pas toujours arrivé. On a fait 1-1. Le jeu n'est pas mal, seulement que on a subi un peu. En première partie, vers le 3e quart d'heure, qu'on a pu gérer un peu le jeu. Et c'est là où on a eu le but, on a eu à marquer le but. Mais en seconde partie, il y a vraiment, on a beaucoup subi. Je n'ai plus les joueurs qui peuvent faire ce poste. Donc j'ai au moins 4 joueurs malades qui n'ont pas venu, qui n'ont pas joué. Ça a joué un peu sur l'équipe. Les Dragons de Louémé ont croisé les crampons avec la jeunesse sportive de Pobé JSP le dimanche dernier au stade Charles de Gaulle de Porto Novo pour le compte de la 8e journée dans la zone D. À l'issue de la rencontre, les Oranges et Noirs se sont inclinés. Suivons le récit de ce match avec Anaël Dorou. C'est parti, Bright va donner le coup d'envoi. On va retrouver son capitaine Jamal Fessassi qui va envoyer une longue message. La balle à récupérer. Sur leurs installations, les Dragons de Louémé n'ont pas su enchaîner face à la jeunesse sportive de Pobé. Défaite 0 but contre 1. Jamal Fessassi et ses coéquipiers ont pourtant affiché un état d'esprit de vainqueur dès les premières minutes de la rencontre. Qui va être tenté. De retour des vestiaires, les Pobé Boys ont trouvé la faille dans la défense Dragon et ont ouvert le score à la 50e minute grâce à Cyril Maougnon. Les Dragons de Louémé ont tenté de revenir au score, mais sans succès jusqu'à la fin de la partie. Les Oranges et Noirs concèdent ainsi leur 5e défaite. Jaffa FC et Sobemap FC se sont neutralisés le samedi 11 décembre 2021 lors de la 8e journée de la Ligue professionnelle de football. Un match qui a laissé un sentiment de regret dans les deux camps. Suivez le récit de la rencontre avec Colombe Rousseau. Jaffa FC et Sobemap FC n'ont pas réussi à se départager lors de cette 8e journée de la Ligue Pro. Au terme d'une rencontre soporifique, les deux rivaux se sont séparés sur un score nul et vierge 0-0 qui laisse Sobemap à la 8e place du classement. Jaffa FC descend d'un pas et siège à la 8e place du groupe. Ce score laisse un sentiment de désolation à Amidou Abdou Malik, entraîneur principal de Jaffa FC. Les matchs à domicile, il faut coûter les gagner. Vous voyez? Donc on a très mal démarré ce championnat.
Il fallait au moins, c'était notre dernier match. Et on s'était préparé pour au moins prendre ces 3 points-là qui devraient nous permettre de rester dans la course. Voilà, c'est vraiment dommage. On a eu des opportunités et ça n'a pas manqué, mais nous n'avons pas su saisir ces opportunités-là. Ce qui a manqué, comme d'habitude, c'est la fraîcheur physique, hein, on peut le dire. La fraîcheur physique, parce que les occasions, on en a eu. Mais comment se prendre pour pouvoir les mettre dedans? Parfois, on confond. On est trop précipité, on veut aller plus vite et on rate. Parfois, on tire au mauvais endroit. Toujours lors de la 8e journée de la Ligue professionnelle de football, l'AS Cotonou a dominé largement les universitaires de l'UPONM 4-0 sur les installations du stade René Pleven de Cotonou. Suivez le compte rendu de la rencontre avec Colombe Rousseau et Emmanuel Akogou. UPONM concède sa première défaite face à l'AS Cotonou depuis l'arrivée sur son banc de Roger Enama. La formation de la CNSS a dominé les universitaires 4-0. Sans ronde d'observation, l'AS Cotonou ouvre le score dès la 3e minute par l'intermédiaire de Aidé Joseph. Joseph double la mise et inscrit son doublé à la 24e minute de jeu. Le score reste 2-0 à la pause. À la reprise, les visiteurs se jettent à l'abordage pour revenir au score. 4 minutes après la pause, l'autre Wanvou d'une tête puissante aggrave le score. Soumaïla Hunkpe plie le match à la 66e minute du jeu. J'aurais dû t'enterrer depuis très longtemps. Fais-moi dans la bouche ouverte. Eh, prends sa vidéo. Eh man, donc comme ça on doit la bouche ouverte. Je vais poster ça. Mais arrêtez les gars, vous êtes sérieux? Donne-moi le téléphone. Arrête. Arrête, c'est faux. Cette fois-ci, je t'enterre. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de handicap international humanité et inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre aimable attention. Passez une excellente soirée. Bonsoir.